Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de 2024 et les objectifs de 2025. Je vais peut-être un peu plus m'éloigner, ce sera un peu mieux. J'ai pris ma petite note là, mon petit carnet. J'ai pris quelques lectures à côté de moi dont je veux vous parler. Je m'excuse par avance si je tousse, je suis encore un peu malade. J'essaye de me reposer au maximum là pour être en forme début de semaine. Donc depuis vendredi, je suis en repos maximum. Et donc voilà, je suis pas à l'abri de tousser encore. On va espérer que non. Aujourd'hui, du coup, je vous retrouve pour le bilan de 2024. J'ai pris mes petites notes, mon carnet. Je pense que je suis prêt. On va y aller. Alors, en 2024, tout d'abord, le premier chiffre qui intéresse le plus, c'est combien de livres j'ai lu. J'ai lu 128 graphiques et 71 romans. 128 graphiques, ça m'étonne pas trop parce que j'ai essayé de tourner à peu près aux alentours de graphiques par semaine. Donc si on fait vite le calcul, 52 semaines je crois dans le mois, donc enfin dans l'année, ça fait 104. 104, donc oui, il y a des moments où j'étais plus à 3. Il y a eu une période où je sais que j'essayais de faire 2 mangas et un comics. Et puis après, j'ai pas réussi à tenir le rythme, mais j'essaie au moins toujours de tenir ce rythme de 2 mangas. Il y a eu des fois aussi avec le LISC, on faisait pas mal de lectures communes où c'était des gros mangas ou des gros comics. Et du coup, ça faisait que ça passait à 2 sur la semaine. Mais voilà, je suis plutôt content de moi, de ce que j'ai fait. Donc ouais, je suis même plus à 2,5 à peu près du coup graphique par semaine. Voilà, j'ai fait des très bonnes lectures au niveau graphique, je me suis fait vraiment plaisir. Après les graphiques ça se lit très vite donc ça compense bien. Mais ça m'a vraiment permis, enfin c'était un peu ma bouffée d'oxygène le week-end parce que je savais que j'allais pouvoir enquiller des pages facilement. Et j'avoue que je me noyais très bien dedans. Au niveau des romans, du coup 71 romans. C'est un peu moins que l'année dernière, même un peu plus que moi. J'en avais lu 89 l'année dernière. Alors je me suis demandé pourquoi. Alors la première explication que j'aurais pu donner, c'est que j'ai fait beaucoup plus de sport cette année que l'année d'avant, donc du coup ça a vachement chamboulé mon nombre de lectures. Mais là où j'ai trouvé intéressant quand même d'en parler, c'est que j'ai pris du coup mon nombre de pages lues. Là, je peux le voir sur Livre Addict. Je sais pas si vous savez, mais sur Livre Addict, vous avez tous vos stats qui sont affichés. Et moi, je mettais que mes romans actuellement. C'est pour ça que je peux pas vous parler du nombre de graphiques que j'ai lus en 2023 parce que je notais pas mes graphiques en 2023. Et sur Livre Addict, je ne les saisissais pas. Même en 2024, je les ai saisis que dans mon carnet. Et là, cette année, je vais tout saisir dans Livre Addict. Comme ça, l'année prochaine, on aura des vraies stats. Du coup, je voulais dire, j'ai lu 89 romans en 2023 et 71 romans en 2024. Donc le problème, c'est pas un vrai problème, on s'en fout, mais il y a 18 livres qui ne sont pas là, qui ont été en moins et tout. Donc évidemment, la première chose aurait été d'accuser le sport, étant donné que je passe quasi 15 à 16 heures par semaine au sport, donc ça peut expliquer cette chute vertigineuse. Vertigineuse, j'abuse un peu quand même. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai regardé mon nombre de pages et en 2023, j'avais lu 43 351 pages, donc c'est un beau chiffre. Et, et en 2024, j'ai lu 42 151 pages. Donc il me manque 1000 pages d'écart. Donc je pense que 71 romans, et comparé à l'année d'avant, c'est que cette année j'ai lu beaucoup plus d'intégrales, beaucoup plus de pavés. Je pense par exemple au fait que j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga du livre des martyrs de Steven Erickson, qui sont quand même des livres qui avoisinent facilement les 1000 pages. J'ai lu de mon intégrale de Hunger Games, donc qui avait les 3 tomes. J'ai lu l'intégrale Syndrome E, Gattaca, Atomka de Frank Tickey, qui avait 3 tomes aussi. J'ai lu quand même beaucoup d'intégrales, et donc ça a fait que, à mon avis, il y a eu des choses qui ont voilà, un peu faussé ces chiffres qui manquent. Donc je pense que j'ai toujours le même rythme. Je pense même que le sport m'a aidé à me discipliner à ce niveau-là. Donc je n'ai plus peur, on va dire, à peu près, de lire des pavasses par rapport à des années d'avant où je trouvais que je n'avais pas le temps et du coup je voulais lire le plus pour pouvoir parler le plus de livres. Et alors en fait qu'en 2024 je me suis débarrassé de ça, j'avais juste envie de lire pour lire et je lisais les livres qui me faisaient envie, peu importe leur taille et peu importe le temps que je prenais à lire. Donc je trouve que le chiffre de roman n'est pas très parlant, mais peut-être que le chiffre du nombre de pages sera plus parlant. Et vu que j'ai lu voilà, 42 151 pages en roman contre 43 351 en,
en 2023, je me dis qu'en fin de compte, j'ai rien perdu et que peut-être que j'ai moins lu en quantité de livres, mais j'ai lu égal pour moi parce que 1000 pages, enfin, c'est pas grand-chose. Sachant que j'ai plus tard, je vous en parlerai, mais il y a eu plus d'abandon que l'année d'avant. Donc, en fait, je pense que les pages qui manquent se trouvent dans ces abandons. Le mois où j'ai lu le plus de livres, c'était en juillet. J'ai lu 10 livres en juillet. Le mois où j'ai le moins lu de livres, c'était en novembre. Alors ça, c'est tous les ans pareil. Novembre, c'est le mois où, je sais pas, toute l'énergie que j'accumule au moment de l'année, il faut croire qu'en novembre, boum, elle chute. Mais dans tout ce que j'entreprends, vraiment au travail, je suis déprimé. Au sport, je n'y arrive plus. Je fais n'importe quoi. J'ai pas l'envie, j'ai pas la motive. Il fait froid, il fait nuit. Enfin, c'est toujours la période que je déteste le plus, même au niveau moral et au niveau santé mentale. C'est la période qui ne va pas. Et en 2023, c'était la même. En 2022, c'était horrible. On va pas parler de novembre. Donc voilà, c'est la période où en fait même décembre, hein, c'est les 2 mois de l'année où je suis le moins accroché à ce que je fais et à partir de janvier ça repart et la machine repart pour 10 mois. Donc 10 mois sur 12 c'est quand même pas mal. Le mois où j'ai le plus acheté, et là d'ailleurs, Apocalypse, hein, le mois où j'ai acheté 42 livres, et c'était en mai. C'est le moment où j'ai le plus acheté, c'est quand je suis allé sur Paris avec mon ami d'enfance, enfin que j'ai retrouvé mon ami d'enfance, que j'ai revu Lully, etc. Et avec mon ami d'enfance, on a fait énormément, énormément de librairies d'occasion. Parce que elle cherche les mangas Dofus, voilà, pour elle et son compagnon. Elle les cherche d'occasion, et donc du coup, on faisait beaucoup, beaucoup de boutiques d'occasion. Et moi, j'achetais, j'achetais, j'achetais. Et à un moment, je me suis pas rendu compte, mais j'avais beaucoup de livres, beaucoup de livres récupérés. Donc j'avais 42 livres. Le mois où j'ai le moins acheté, justement, le plus drôle, c'est juin, où j'ai acheté qu'un seul livre. Je pense qu'il y avait eu la décompression à faire, hein. Voilà, j'ai débordé un max en mai, j'ai réduit en juin. Ce qui fait que ma palle début janvier était à 408 livres, début janvier 2024, pour être à 475 fin décembre 2024. Donc un petit boost de 67 livres, ce qui est assez énorme étant donné que je lis 71 romans, donc c'est-à-dire que j'ai encore même un ratio de 4 livres. J'ai lu plus de... Enfin, non, même pas, parce que... Qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi, parce que en vrai, 71 romans, si ma palle était à 408 et que j'ai lu 475, j'ai pas un ratio positif, hein, j'ai même un ratio très négatif. Mais du coup, ça veut dire que bah, j'ai acheté 42 livres en mai et j'ai lu 71 romans. Donc, il y a quand même déjà en un mois, j'ai quasi fait les 2 tiers de ce que je lis donc, dans l'année. Donc c'était sûr que ma palle allait augmenter. J'aimerais évidemment qu'en 2025 ça ne se produise pas. J'aimerais être plus sage, plus raisonnable sur mes achats. Mais j'avais commencé à l'être déjà au fur et à mesure de l'année. Il y a vraiment eu un mai, un pic. Et après pendant juin, juillet, août, j'ai acheté maximum 5 livres. J'essayais vraiment de me raisonner pour réduire la taille de ma palle au maximum. Au niveau des livres abandonnés, c'est là où on va parler un peu des sujets qui fâchent. C'est des livres que du coup j'ai quand même avancé. Je pense qu'à chaque fois j'ai au moins été jusqu'à la moitié parce que c'est un peu ma règle. J'essaie d'aller au moins jusqu'à 50% des livres, voir si vraiment au bout d'un moment je me fais attraper ou pas par l'histoire. Et donc je pense que si ces pages étaient comptabilisées, j'arrivais à peu près à mon nombre de pages classiques de 2024, de 2023. Le premier que j'ai abandonné, c'est L'Ensoleillé de Brandon Sanderson, que je n'ai plus. La plupart des livres que j'ai abandonnés, je les ai plus. Enfin, je les ai juste plus en fait. Il y a pas de. Je les ai... Bref. L'Ensoleillé de Brandon Sanderson, qui faisait partie des 4 bouquins secrets qu'il avait publiés. Et ce livre est compliqué à lire. Je pense qu'il est fait pour les gens qui sont très attachés à l'univers du Cosmere, qui ont lu tout Sanderson. Ils vont surkiffer ce livre. Quand on est un non-initié, on ne comprend que dalle. Il faut savoir que moi, Sanderson, je n'avais lu que lui, le tome 1 de Cœur d'Acier et les 3 autres livres secrets. Je n'avais jamais lu celui-là. Je n'avais rien lu d'autre de lui et j'arrive sur celui-là et il me parle de tout son univers, du Cosmere, des trucs, etc. Il fait énormément de références aux archives de Rochard que j'ai dans ma palle mais que je n'ai toujours pas lu. Donc ça a été vraiment tellement fouillis pour moi que j'ai dit je lâche l'affaire et je passe à la suite. Je l'avais lu en lecture commune avec Lully et Caro et
il y avait une autre personne et je crois que il n'y a que Caro qui l'a terminé et elle a pas passé un bon moment dans mes souvenirs. Donc voilà, même Lully l'avait abandonné, donc c'est que vraiment on n'en pouvait plus. J'ai lu ensuite, enfin non, j'ai abandonné ensuite La couleur du froid de Jean Krug aux éditions Critiques que j'avais acheté en avant-première au salon du Grès Imaginaire qui est pas loin de chez moi, qui se passe à Crolles. La couleur de froid de Jean Krug, il faut savoir que Jean Krug, j'avais lu Cité d'Ivoire l'année d'avant, que j'avais bien aimé, qui parlait dans une idée de discussion politique. En plus, c'était en pleine période euh, de grève contre la manifestation contre la réforme des retraites. Et là, je tombe sur La couleur du froid. Donc, il faut savoir que Jean Krug est un spécialiste de tout ce qui tient au niveau du froid. Comment dire? Je n'ai pas du tout accroché à ce titre. C'est un. Ça met trop longtemps à se lancer. L'histoire met trop de temps à se lancer. Je n'avais aucun affect au personnage. Je ne comprenais pas l'objectif de l'histoire. Je ne comprenais pas où on allait. J'y avais échangé avec Benjamin, les mots magiques, qui lui aussi a pas aimé et a abandonné. Je n'ai quasi vu aucun retour sur ce titre positif. On me le vendait un peu comme un conte imaginaire, etc. Mais enfin, franchement, je ne comprenais rien. Je saurais même pas vous en parler plus parce que, bah non, je comprenais rien. La couverture était sublime, mais c'était peut-être le seul truc que je retiens de ce livre, c'est sa couverture magnifique. Ouais, j'ai pas du tout accroché à l'histoire. Les personnages, voilà, je me souviens juste d'un début où on est en Antarctique et il y a une sorte de blizzard et du coup ils vont sauver quelqu'un, ils savent pas qui c'est, elle a perdu la mémoire. Voilà, c'est tout ce que je me souviens, mais pas plus. Le troisième livre qui a été abandonné, c'est le tome 2 de l'ascension de Camelot. Donc c'est la trahison de Camelot de Kirsten White. J'avais lu, la toute première fois, j'avais lu le tome 1 avec Caro qui s'appelait La Duperie de Guenièvre. On l'avait lu en lecture commune, ça datait de au moins 2021. Et avec Lully, on s'était proposé de lire, du coup, de lire cette trilogie ensemble, comme on avait fait l'année d'avant sur pas mal de trilogies de Saxus. J'avais accepté avec grand plaisir. Et on était parti sur l'idée de lire un tome par mois. Donc moi j'avais relu le tome 1, j'avais retrouvé les faiblesses que j'avais eues de ma première lecture, mes souvenirs et tout. Une pulp fibre, une histoire assez simple mais très introductif qui manquait de. Enfin, c'était un tome très introductif, ça manquait peut-être de choses, on voyait les grosses mailles arriver, et bon, moi c'était juste une relecture, ça m'a permis de me rafraîchir la mémoire au bout de 3 ans. On avait quand même bien apprécié, il y a eu Laurent qui s'était joint à nous pour cette lecture commune, donc l'ado vintage, et arrivé au tome 2, je suis pas allé au bout, je sais que Laurent et Lully sont arrivés au bout. Moi, j'ai pas pu. Je me disais, mais Guenièvre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle passait son temps à geindre, à se plaindre, à faire n'importe quoi, à s'exposer à des dangers inutiles. Ça ne faisait pas avancer l'histoire. Je comprenais pas le principe de ce tome. On se perdait en longueur. Alors, je sais que dans les trilogies, les tomes 2, c'est la pire chose au monde. Mais alors là, je comprenais rien. Le personnage me saoulait. Je suis arrivé à la moitié. Et je me souviens que Lully avait fini avant que j'arrive à la moitié. Et je suis arrivé à la moitié, j'ai dit à Lully, rassure-moi, au bout d'un moment, le livre il va commencer, il va se passer quelque chose, elle va se réveiller, Guenièvre. On va apprendre qu'elle est dans un rêve ou quelque chose. Et lui, il me dit, non, non, c'est ça tout le long. J'ai dit, oh bah, même pas la peine que j'y aille. Et du coup, on a tous abandonné la saga au tome 2, parce que même Laurent, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tome? J'ai même pas envie de savoir la fin. Donc, du coup, on n'a jamais lu le dernier tome. Et moi, je n'ai jamais poursuivi ce titre, et il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Enfin non, parce qu'il aurait quand même resté 3 ans au chaud dans la palle, mais il est parti à Vinted. Parce que moi, non, je voulais plus, ça ne m'intéressait plus. Dernier titre que j'ai abandonné, et je suis un peu triste de l'avoir abandonné, c'est Tarot tome 3. Enfin, je suis un peu triste. Je l'ai abandonné, c'est parce qu'il fallait que je l'abandonne, ça me plaisait pas, ça marchait pas avec moi. Donc j'ai fait le choix d'abandonner, et c'est normal. Donc parce que ça me plaisait pas, donc voilà, il fallait s'arrêter. J'avais lu Tarot tome 1 avec Lully, Caro et deux autres personnes. On a été quasi tous au bout. Lully a décidé de nous abandonner parce que pour elle, ça ne le faisait pas.
le tome 1, elle s'est dit je veux pas relancer dans cette histoire. Moi j'avais senti du potentiel et j'étais parti du principe que Taro tome 1 c'était vraiment son premier écrit. Donc il y avait des choses qui pouvaient s'améliorer dans son deuxième tome. Et je lui ai fait confiance et avec Caro on s'est lancé dans le tome 2. Et le tome 2 s'est super bien passé. Tous les problèmes que je reprochais au tome 1 n'étaient plus présents. L'histoire était fluide, on comprenait les enjeux, on savait pourquoi les personnages faisaient ce qu'ils avaient à faire. Les interactions entre les personnages, l'humour était bien dosé, enfin tout était bon. Franchement, tout était ouvert. J'avais fini le tome 2, j'étais super confiant pour lire le tome 3 avec Caro. J'étais en mode allez, on se lit le tome 3 très vite. Ça va être super, on va adorer. Et là, je commence le tome 3 et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, on retourne dans tous les travers du tome 1. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a eu un problème. On a lu le tome 3, on lit le tome 2, il y a un problème. Parce que vraiment, tous les défauts du tome 1 qui n'étaient plus dans le tome 2 sont revenus au grand galop dans le tome 3. Les personnages partaient à droite, à gauche, on savait pas pourquoi. Les dialogues, j'y croyais pas. L'humour faisait un flop. La narration était hachée, on comprenait plus de ce qu'on disait, de quoi on parlait, etc. Mais vraiment, tous les travers du tome 1 étaient revenus au grand galop. Et là, j'ai dit, mais là, je peux pas. Et à la moitié, j'ai dit, je suis désolé, Caro, je te laisse parce que moi, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas du tout. Ouais, ça a manqué de choses. Alors en plus, je sais que ce n'est qu'une première trilogie dans un univers qu'il veut un peu plus grand. On n'a pas toutes les réponses à la fin. Moi, ce que je voulais apprendre, je m'attendais vraiment à apprendre des choses. En plus, la quatrième de couverture, à chaque fois, nous donne envie, nous dit qu'on va avoir des révélations. On n'a que dalle. Donc c'est vraiment... Enfin, on nous tirait par le bout du nez, quoi. Et on nous mettait une carotte et on avançait comme ça. Bref. Du coup, ça l'a pas fait pour moi. J'ai abandonné lâchement Caro. Elle l'a fini. Elle m'a un peu raconté la fin. Bref, je n'ai pas de regret d'avoir abandonné ce titre. Je suis juste triste que ça ne l'ait pas fait parce que ça avait l'air génial. Le concept était génial. Mais pourquoi avoir fait ça au tome 3 alors que dans le tome 2 c'était parfait? Est-ce que il y a que moi qui trouvais que le tome 2 était parfait et du coup il s'est fait défoncer par la critique donc il a refait un tome 3 comme le tome 1 et ça a mieux marché? Je sais pas, mais pour moi, c'est non. Enfin, c'était non, du coup. Voilà pour ce qui est des titres que j'ai abandonnés cette année. Je me rends compte que dans mes notes, j'aurais dû les mettre plus haut, mais en gros, au niveau des genres les plus lus, j'ai lu le genre de titre que j'ai lu le plus, c'est la fantasy avec 23 titres. La SF arrive derrière avec 12, le thriller avec 12 et le policier avec 12. Voilà, c'est vraiment les les gros favoris, sachant que thriller policier, moi je les mets souvent ensemble, donc ça fait 24. Je suis plutôt serein parce que fantasy et thriller policier, c'est vraiment les titres qui m'attirent le plus. Donc ça va par là. Au niveau des moments qui m'ont un peu marqué là sur 2024, bah, le premier déjà, j'ai lu avec Laurent. Alors moi je les ai rejoints en cours de route parce que eux ils ont... En fait ils lisaient avec sa nièce, je crois, sa filleule, je sais plus. Bref, petit binôme. Ils lisent, ils lisaient Harry Potter une fois par mois et moi je les ai rejoints à partir d'avril avec le tome 4 qui est La Coupe du Feu et voilà, j'ai enfin découvert tous les tomes d'Harry Potter. Voilà, j'avais pas tout lu quand j'étais jeune. Maintenant c'est fait. Je peux dire enfin que j'ai lu ce classique de la littérature. Voilà, donc je remercie Laurent de m'avoir accepté dans leur lecture commune. Voilà, ça m'a permis de découvrir Harry Potter enfin dans son intégralité. Ensuite, je suis très content de moi parce que je me suis tenu, j'ai lu énormément enfin j'ai lu le cycle des robots d'Isaac Asimov. Ça a été une très bonne découverte de la plume de Isaac Asimov, découverte de l'univers du cycle des robots, un des cycles fondateurs de la SF, avec les trois lois de la robotique. Il me reste le cycle de l'Empire et le cycle de Fondation à découvrir de cet auteur. Faut savoir que le tome 1 de Fondation, je l'ai prêté à quelqu'un, il faudrait que j'aille le récupérer parce que bah, je ne l'ai pas récupéré et j'aimerais un jour bien découvrir ce cycle. Donc voilà, le tome 1, le cycle des robots, c'est fait et je suis très content de moi.
J'ai découvert. Enfin, non, on a avancé aussi beaucoup avec Lully. Alors, je vends les tomes au fur et à mesure. Donc là, c'est le dernier que j'avais encore à la maison. C'est Charcot de Franck Tillier. Donc, on a lu avec Lully une bonne partie de la saga Lucie Nebel et Franck Charcot. On est à peu près à 2 tomes de la fin. Il reste La Faille et Lucas. Il va sûrement en sortir un troisième d'ici la fin de l'année, mais vu qu'on les lit en poche, je pense pas qu'on le lira tout de suite. C'est voilà, c'est toujours un très bon moment, c'est très efficace. En plus, c'est avec plaisir que je les lis avec Lully. On... Tillier, voilà, il sait gérer, surtout ce tome, j'avais beaucoup aimé l'intrigue, l'histoire. Waouh, l'idée de départ est juste génialissime. On est, ouais, ça se bouffe énormément. Le problème, ce que je trouve à chaque fois sur ces derniers tomes là qu'on a lu avec Lully, je trouve que ça retombe un peu comme un soufflet à la fin. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais c'est vrai que je trouve que le roman est vraiment sous tension tout le long. Et à la fin, pouf, ça tombe un peu comme un soufflet. La résolution, je la trouve parfois un peu abracadabrante, un peu facile, parfois. Donc bon, à voir par la suite, mais c'est vrai que là, c'est peut-être le seul bémol que j'ai sur ces titres à chaque fois. J'ai pas mis d'image, mais j'ai fini. Enfin, je suis à jour parce que je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai fini toute la saga Servaz aussi de Bernard Minier. Voilà, je j'ai réussi enfin. C'est des titres qui sont dans ma palle depuis 2021 minimum et qui voilà en sont sortis. Ils ont enfin trouvé la sortie et du coup ça fait des sagas en moins qui ne seront plus dans ma palle. Voilà, je suis quand même content. J'ai aussi, avec Lully, on a fait une lecture commune sur la trilogie de Mister Mercedes. Donc c'est la trilogie de Bill Hodge. Il y a aussi le personnage de Holly, mais qui a d'autres tomes. Donc pour le moment, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais c'est vrai que voilà, j'ai découvert, enfin j'ai relu moi Mister Mercedes parce que je l'avais lu il y a quelques années en audio. Là, je l'ai redécouvert en papier. Et j'avoue que cette saga m'a un peu réconcilié avec Stephen King, ce qui n'était pas donné parce que depuis qu'on avait clôturé le groupe Un King par mois ensemble, je crois que je n'avais plus lu cet auteur. Voilà, après avoir lu pendant quasi plus d'un an un titre par mois de lui, j'avais besoin d'une pause, sachant que en plus c'est pas un auteur qui me séduit à chaque fois, c'est un auteur qui me déçoit parfois, même très souvent. Mais il y a des titres comme celui-là où ça marche, et j'avoue que waouh, même si mon préféré de la saga pour moi restera, je les ai à côté donc j'en profite. J'ai pas le bras assez long. Hop. Carnet Noir, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Enfin, c'est le meilleur de sa saga, même un des meilleurs King. J'ai adoré découvrir toute la saga. Hop, avec Fin de Ronde ici aussi. Voilà, ces 3 titres. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ces 2 premiers-là, on a vraiment zéro part de fantastique. Donc là, on est vraiment sur du polar classique, du King classique. Et Carnet Noir est très puissant. Et on sent l'amour de Stephen King pour la littérature, pour l'écriture, pour le rôle du lecteur dans le monde bah, du livre. Et c'est vrai que voilà, il prend position sur certaines choses et je suis tellement d'accord avec lui sur l'idée voilà, que le livre c'est avant tout des mots et une histoire et pas forcément un objet que des gens sont prêts à s'arracher les doigts pour l'avoir. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé cette trilogie et ça m'a réconcilié avec l'auteur et ça me donne envie d'y retourner. Parce que certains titres ne m'ont plus du tout donné envie d'y retourner. Autre lecture commune avec Lully, Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, qui là aussi m'a réconcilié parce que j'avoue que j'ai un peu du mal. J'ai eu un peu du mal avec l'Assassin Royal, j'avais gardé des souvenirs un peu flous. Et en fait, je comprends parce qu'avec Lully, on a lu le premier tome de la deuxième époque en fin d'année. Je comprends les défauts que je reproche à l'Assassin Royal comparé à ce que j'ai trouvé dans Les Aventuriers de la Mer. Les Aventuriers de la Mer, c'est excellent. Voilà, je peux pas dire autrement. Il y a des passages qui sont très flous, qui sont pas très compréhensibles, mais je me souviens au début quand j'ai commencé à lire, j'ai dit ouh ça va être compliqué parce que le premier chapitre, on est noyé dedans, on n'a aucune explication, elle nous balance là, elle nous dit allez hop démerdez-vous les gars. Nous, on est en mode mais non, mais attends, moi je suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Pas prêt du tout. Et voilà.
Et après, ben, ça part toute seule. Ça part tout de suite, ça va dans tout. En fait, elle alterne les points de vue, donc du coup, on a envie dès qu'on quitte un personnage, on a envie de le retrouver parce qu'en même temps, on veut savoir ce qui va se passer, mais en même temps, on est bien avec tous les personnages, donc on veut toujours les retrouver. Elle sait très bien mettre des petits punchlines dans ses textes. On voit que Robin Hobb défend le mieux la place de la femme dans la société, dans le monde. Elle sait faire des personnages très gris qui deviennent soit très sombres, soit très clairs. Voilà, donc j'ai adoré cette saga. Je pense qu'elle fait partie de mes meilleures lectures de 2024. Là, à peu près tous les titres que je vous présente, c'est un peu les meilleures lectures que j'ai fait en 2024. Donc voilà, je peux que vous conseiller de lire Les Aventuriers de la Mer. Alors, euh, vous pouvez lire. Comment je vais tourner cette phrase? En fait, on conseille de lire L'Assassin Royal première époque, puis Les Aventuriers de la Mer, puis L'Assassin Royal deuxième époque. Pour moi, il est possible de faire Les Aventuriers de la Mer, puis toute la saga L'Assassin Royal, donc première ou deuxième époque. Par contre, il est fortement déconseillé de faire l'Assassin Royal en intégralité, plus Les Aventuriers de la Mer. Voilà. Parce que, en gros, pour moi, elle rattache les wagons dans la deuxième époque avec Les Aventuriers de la Mer. L'ordre qu'on fait avec Lully est très bien, c'est l'ordre chronologique conseillé partout. Mais je pense que si vous voulez vraiment lire un truc indépendant et pas vous prendre la tête avec tout le cycle de l'Assassin Royal, etc., vous pouvez lire Les Aventuriers de la Mer sans ça et ça se passera très bien. Voilà. Tac. Putain, j'ai l'impression de vous faire un défilé de livres, mais c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai adoré. J'ai découvert la plume de Tite Chicloun avec cette saga Les Extraordinaires, une saga qu'on a très vu peu tourner. Comparé aux deux autres titres, là, vous les voyez, là, la maison au milieu de la mer stéréolienne, et vous voyez un peu là, sous la porte qui chuchote, là, je sais pas quoi, là. Les Extraordinaires, c'est un titre de Tite Chicloun que j'ai vu passer nulle part. Moi, j'avoue que je les ai pris parce que c'était Les Extraordinaires, c'était un truc de super-héros. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter? Et j'ai adoré. Enfin, j'ai lu le premier titre, j'étais en mode, ouais, c'est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Et j'ai lu le tome 2, et dans le tome 2, il y a un passage où je me souviens, j'étais en train de bouffer les pages, je les lisais tellement vite, et j'avais les larmes aux yeux en train de me dire, t'as pas intérêt à faire ça, t'as pas intérêt à faire ça. À l'auteur, j'étais prêt à l'engueuler sur les réseaux s'il faisait à quoi je pensais. Euh, et c'est là où après on se rend compte à quel point on est attaché à l'histoire et au personnage, c'est quand on commence à s'énerver. Et ça, c'est pareil aussi dans Les Aventuriers de la Mer. Il y a eu des moments où dans ces titres, je serrais les poings tellement que j'étais énervé. J'étais des fois au bord des larmes tellement que certaines choses me troublaient, me perturbaient. Vraiment, c'est quand je lis pour dire des trucs comme ça, hein. Moi, je lis pour être bouleversé, pour être chamboulé, pour être énervé, pour tout ce que vous voulez. Et ces titres ont réussi à le faire. Donc pour moi, ils font vraiment partie de mon top lecture. La preuve, ils sont encore dans ma bibliothèque, donc je pense qu'ils vont y rester parce que maintenant j'ai décidé de moins garder les livres que j'ai lus et garder vraiment que les livres que j'espère peut-être un jour relire. Et donc vraiment là, les extraordinaires et les aventuriers de la mer, génialissime. Enfin, vraiment, je peux que vous conseiller ces histoires. Ça, c'est vraiment le livre que vous allez lire sans vous prendre la tête. Voilà, c'est vraiment, il y a de l'humour, c'est bien dosé, c'est voilà. Et moi, ce que j'adore, c'est la petite phrase là qui, vous êtes des super-héros, vos pouvoirs sont infinis, laissez jamais personne vous dire le contraire. Voilà, c'est des petites phrases comme ça, Titu Clown, où il est vraiment très très fort à ce niveau-là. Et je vais aller assez vite après sur tout ce qui reste, parce que là, ça fait déjà un bon moment que je parle, et après, il faut que je parle de 2025. Euh, Tout d'abord, en graphique, parce que là, du coup, on va attaquer les graphiques, j'ai dévoré Blue Lock. Voilà, j'avais adoré l'animé en 2022, je l'ai découvert en 2022-2023. J'avais adoré l'animé, et là, j'ai réussi à les trouver pas mal de tomes en occasion, et donc je me le suis bouffé, il n'y a pas d'autre mot, bouffé en 2024, là, en 3 mois, je les ai tous lus. J'ai adoré ce manga, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vibré autant en lisant un shonen, en voulant savoir la suite, en étant impatient de découvrir le prochain chapitre, le prochain tome.
Là, en plus, le dernier tome que j'ai lu finit sur un cliffhanger. J'ai envie de voir la suite. Il faut que j'attende février. Mais voilà, j'ai j'adore ce manga. Je sais pas quoi dire. Pour moi, il va faire partie des titres qui vont rester ad vitam aeternam dans ma bibliothèque, comme les Naruto, les Bleach, les Chevaliers de Zodiac, les One Piece. Il fait partie de ces grands noms pour moi. C'est dingue. Pourtant, il n'était pas fait pour me plaire, hein, parce que la thématique du manga, c'est le football. Mais on va partir du principe que le Japon veut gagner la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, et pour ça, ils vont créer le meilleur buteur au monde. Ils vont créer le projet Blue Lock, qui va enfermer 200 lycéens qui sont les plus prometteurs de l'espoir du football. Ces 200 lycéens, ils vont avoir pour un seul objectif de devenir le meilleur buteur, et pour cela, ils vont faire une sorte de Hunger Games. Alors, ils vont pas risquer leur vie, hein, quand même. On est quand même dans une idée quand même de réalisme, même s'il y a quand même un peu de la technologie assez avancée, mais bref. On reste quand même dans une idée de réalisme. C'est juste que, en fait, s'ils échouent au Blue Lock, s'ils sont éliminés du Blue Lock, ils ne pourront plus jamais postuler dans aucune équipe de football. Voilà, les portes de leur avenir sont fermées. Alors, ça a l'air un peu débile dit comme ça, mais c'est vraiment des gens qui ne vivent que pour une chose, c'est pour leur passion du football. Voilà, c'est comme si nous demain on venait nous voir et on nous disait, bah, si vous perdez au Blue Lock de la lecture, vous n'avez plus le droit de lire un livre, vous n'aurez plus le droit d'acheter un livre. Les librairies seront totalement fermées pour vous, quoi. Vous ne pourrez plus rien faire, plus jamais arriver à aller dans une librairie. Donc voilà, pour eux, c'est vraiment la pire chose qui peut leur arriver. Et donc on va suivre ces jeunes gamins qui pensent au foot, et ça va aller en puissance au fur et à mesure du manga, au fur et à mesure que le nombre se réduit parce qu'ils deviennent tous de plus en plus performants, tous de plus en plus puissants, et puis on s'attache à tous les personnages qu'on rencontre au fur et à mesure. Ils ont tous leur personnalité, leurs défauts. Nous, on va être vraiment centré évidemment sur un personnage qui s'appelle Yoshi Isagi, donc qui est celui-ci. Et ouais, ça va être puissant, quoi. Je sais pas comment vous dire d'autre, mais j'ai juste adoré l'idée, le concept, et pourtant je déteste le football. C'est-à-dire que vous pouvez me proposer de faire tous les sports du monde, vous arrivez, vous me dites, on fait un foot, je pars en courant, je pars loin. Voilà, juste pour vous donner un détail. Et pourtant, j'adhère un maximum à ce manga. Ensuite, toujours dans les mangas, avec Laurent, on a découvert Demon Slayer. Donc moi, je avais déjà lu, bah, ils sont là d'ailleurs. J'avais déjà lu un peu les premiers tomes de Demon Slayer, et j'avoue que je n'arrivais pas à me lancer dedans bien. Et comme les blogs, j'ai réussi à trouver quasi toute la collection en occasion. Je crois toute la collection en occasion qui me manquait. Donc je les ai tous achetés et j'ai proposé à Laurent qu'on les lise ensemble. Et donc on les a fait en lecture commune. Alors, j'avoue que je comprends pas qu'il y ait eu autant de hype sur ce titre. Euh, j'ai passé un bon moment, c'était bien, c'était sympa. C'était pas non plus révolutionnaire. Ça cassait pas non plus trois pattes à un canard. La seule chose qui fait que ça me marque, c'est que, je sais pas si vous voyez les deux Funko Pop qui sont juste à côté, c'est que j'ai trouvé un de mes personnages préférés qui s'appelle Inosuke. Voilà, c'est juste ça qui fait que j'ai beaucoup aimé ce manga. Mais j'ai vraiment. Enfin, il y a certains passages qui me reviennent que j'ai appréciés, mais vraiment, à part le personnage d'Inosuke, pour moi, le manga n'a rien de révolutionnaire, n'a rien d'ultra intéressant. Cette histoire, voilà, de pourfendeur de démons, du frère qui veut sauver sa sœur, j'ai trouvé ça assez classique, assez simpliste, et je trouve que même l'autrice, parce que c'est une femme, du coup, Koyoharu Gotuge, qui est sûrement une très bonne personne, mais je trouve qu'en fait, elle a peut-être été prise un moment par la. En fait, son manga a tellement marché au bout d'un moment, et elle a pris l'explosion en pleine tronche, qu'il y a eu des choses qu'elle a pas approfondies et qu'elle a un peu bâclé. Genre le personnage de Zenitsu. Juste cet exemple. J'en ai parlé avec un collègue qui était fan au début de Demon Slayer, il avait jamais lu le manga, il avait juste vu l'anime, et il était fan de Zenitsu. Et il a lu le manga, et il a vu ce qu'elle faisait de Zenitsu, et il me dit, mais en fait, elle a jamais expliqué pourquoi. J'ai dit, bah ouais, et donc je comprends pas pourquoi ça. Donc, et en fait, ça l'a fait tellement redescendre dans sa hype de Zenitsu, et justement, peut-être que le personnage le mieux travaillé en personnage secondaire, c'est Inosuke, parce que lui, on a vraiment toutes les explications de A à Z.
Et voilà. Et je trouve dommage qu'elle se soit fait péter à la tronche, peut-être, à ce niveau-là. Autre chose que j'ai adoré, ma relecture entière de Dragon Ball. Voilà, juste ça. Je pense que j'ai pas besoin de vous le résumer. Dragon Ball, c'est un manga avec lequel je suis assez fâché de base. Parce que moi, pour moi, Akira Toriyama, qui est décédé malheureusement cette année, qui nous a quittés, le problème que j'ai avec Dragon Ball, c'est Sangoku. J'aime Sangoku jusqu'à la fin de Cell. J'aime le personnage de Sangohan jusqu'à la fin de Cell. Et Akira Toriyama a fait de mon personnage préféré de son manga. Et je pense que je peux le dire, à l'époque où je lisais Dragon Ball, c'était mon personnage préféré ever de toute autre histoire et autres. Sangohan, il en a fait un personnage inutile. Inutile. Parce que les fans adoraient Sangoku, donc on nous a fait bouffer du Sangoku avec des transformations Super Saiyan de A à Z. Donc, j'ai voulu lui redonner sa chance parce que Hachette sortait des tomes, ressortait la collection sous ce format-là. Donc je me suis laissé tenter, j'ai dit bah écoutez, allez, go, on se laisse tenter, on verra ce que ça va donner. Donc je me suis laissé tenter, j'ai lu mes Dragon Ball au fur et à mesure. Et, euh, et là j'arrive et je découvre un truc, c'est que j'aime toujours autant Dragon Ball, c'est toujours autant addictif, mais une fois l'arc Cell fini, la déception revient. La déception de l'arc bout est toujours aussi présente, aussi fatigante, aussi blessante pour mon ego. Voilà, c'est tout. Mais j'ai adoré relire Dragon Ball, mais à chaque fois que j'arrive à l'arc bout, j'y arrive plus. Pour moi, le manga devrait s'arrêter à l'arc Cell. Voilà. Et alors maintenant qu'il y a Dragon Ball Super, etc., bah, en fait, j'étais prêt à lire Dragon Ball Super. J'en avais lu une partie déjà, mais j'étais prêt à relire Dragon Ball Super quand j'étais jusqu'à à l'arc Cell. Et dès que j'ai lu l'arc bout, j'ai dit oh. Et voilà. C'est pour moi, c'est ma plus grosse déception. C'est ça, quoi. Et bon, que voulez-vous? Ça a juste reconfirmé ce que je ressens sur Dragon Ball. Mais voilà, j'étais quand même très content de les avoir relus. C'est quand même un manga très classique. C'est quand même un manga fondateur de l'univers shonen. Mais voilà, toujours un peu de déception. Et sinon, en comics, avec Lully, on a découvert Fable. Voilà, c'est juste génial. Lisez Fable. Comment vous en dire un peu plus? Fable, en gros, on va suivre les personnages de contes qui sont à New York. Et ces pauvres petits personnages doivent vivre cachés parce qu'il ne faut pas qu'on les découvre. Ils vivent à New York, dans une partie de New York qui s'appelle Fableville, que les humains ne voient pas, etc. Et ils ont dû migrer ici parce qu'ils ont été virés de leur monde suite à une guerre contre un personnage mystérieux qui s'appelle l'Adversaire et qui les traque pour les faire tous disparaître. Voilà, donc on va retrouver la plupart des personnages de contes, mais aussi des mythes et des légendes. Lully, par exemple, avait cité Baba Yaga dans sa dernière vidéo. On retrouve Baba Yaga, on retrouve Pinocchio, on retrouve Cendrillon, on retrouve Kershan, c'est ça, Kershan. Et voilà, le grand méchant loup, les trois petits cochons. Enfin voilà, on retrouve vraiment tous ces personnages avec et bah, plus de profondeur que dans leur conte. Moi, je me souviens de Pinocchio qui m'a toujours surpris au début du roman, enfin au début de Fable, parce que Pinocchio, on voit l'enfant un peu innocent, etc. Et bah, Pinocchio, il propose le mot en paix, hein. Comme quoi il va aller voir les filles qui font le trottoir et que ça le dérange pas, quoi. Donc c'est pas réellement l'image que j'avais de Pinocchio. Mais voilà, donc Fable, très très bon souvenir. Voilà, donc pour ce qui est de 2024, j'ai fait un gros check-up de 2024 des titres qui m'ont plu, de mes stats pour 2025. J'aimerais baisser ma palle, ça c'est comme tous les ans, mais j'aimerais vraiment y arriver cette année parce que bah, la palle elle explose au fur et à mesure du temps et au bout d'un moment les murs ne sont plus possibles d'être poussés, donc on va peut-être essayer de réduire et surtout que je me rends compte qu'il y a beaucoup de titres qui sont chez moi, qu'à chaque fois j'ai envie de les lire, que je les repousse et en même temps d'un côté il y a des titres qui sont chez moi, je les vois, je dis ah je les lirai plus tard mais genre j'ai pas l'envie donc il faudrait peut-être trouver d'autres choses aussi et être plus raisonnable aussi sur mes achats parce que bah, au bout d'un moment j'ai qu'une vie, je pourrais pas non plus tout lire
Et c'est bien de courir après certaines choses, mais il y a des titres que j'ai envie de lire qui sont présents et que je préférerais réussir à trouver le temps de lire au lieu de toujours acheter, etc. Je pense que bah, vous aurez peut-être comme moi, mais c'est encore un peu. Je pense que voilà, ça va faire 5 ans. Mais le Covid a vraiment eu cet effet où on a été frustré pendant 3 mois où on pouvait plus acheter comme on voulait, on pouvait plus faire ce qu'on voulait. Et du coup, là, la frustration avait été relâchée et on pouvait acheter tout ce qu'on veut, etc. Et malheureusement, au bout d'un moment, on a pris l'habitude de se relâcher et bah, il va peut-être falloir reprendre le bon droit. Donc, c'est mon objectif, réduire ma palle, c'est la première chose. La deuxième chose, bon, j'en ai pas parlé, mais évidemment, qu'en 2024, voilà, un de mes plus gros objectifs, c'était continuer ma perte de poids. Euh, c'est toujours mon objectif. Je me suis fait une promesse il y a un peu moins de 2 ans. Je veux la tenir, donc je m'y tiens. Et surtout pour 2025, j'ai toujours envie de suivre mon credo qui est que si j'ai envie de le faire, je le fais. Si ça me plaît, je continue. Si j'aime pas, j'arrête. C'est un truc que je m'applique sur beaucoup de choses dans ma vie et j'aimerais continuer à l'appliquer et surtout sur tout ce qui est lecture, sport et relations avec les êtres humains. Ça m'a apporté beaucoup de bien en 2024 et j'espère qu'en 2025 ça me rapportera toujours autant de bien. Voilà. Niveau objectif de lecture, je n'ai pas envie de me mettre la pression donc je me suis pas mis de nombre de livres. J'aimerais atteindre le même nombre de pages que ce que j'ai atteint. J'aimerais toujours autant me faire plaisir en découvrant des graphiques. J'aimerais toujours autant faire des lectures communes avec des personnes avec qui j'ai l'habitude de faire des lectures communes. C'est des personnes voilà, qui me mettent pas la pression, qui savent que je peux du jour au lendemain lire 300 pages en une heure, en une soirée, et pendant 2 jours ne plus lire. Des gens qui ont l'habitude de ce rythme que j'ai, qui est pas constant, mais qui me convient à moi parce que je lis quand j'ai envie de lire. Et quand j'ai envie de, bah, je sais pas, aller faire du tennis avec des amis, bah, je vais faire un tennis avec des amis. Donc voilà, c'est un peu le rythme que je me suis choisi pour me refaire confiance à moi-même. Ça a marché en 2024, j'espère que 2025 fera pareil. Voilà, et j'espère pour vous que 2025 vous apportera tout ce que vous désirez. Je vous souhaite encore une bonne année, bien entendu. Et je vous dis bah à très vite pour une autre vidéo. Bye tout le monde.